Rejoignez-nous alors que nous explorons 5 décès tragiques survenus dans des circonstances étranges, voire absurdes. Des blagues qui tournent mal au pari fatal, ces récits montrent à quel point la vie peut être fragile et imprévisible. Mais comment des moments apparemment anodins ont-ils pu conduire à de telles issues dévastatrices? Regardez pour découvrir les détails poignants. C'était à la fin du mois de mai 2021 qu'un homme de 39 ans devint la victime d'un dinosaure dans un accident tragique qui laissa Barcelone perplexe. Le dinosaure en question n'était autre qu'une statue de stégosaure en décomposition, mais pour cet homme, elle s'avéra aussi dangereuse que son homologue préhistorique de chair et d'os. Tout commença le matin du 22 mai à Santa Coloma de Gramenet, une banlieue située juste à l'extérieur de Barcelone. Un père et son fils se promenaient près du bâtiment cubique, une structure moderniste entourée de plusieurs sculptures. Parmi elles se trouvait un stégosaure en papier mâché, une curiosité locale qui avait survécu à une ancienne campagne publicitaire pour un cinéma désormais fermé. Bien que la sculpture ne suscitât plus beaucoup d'intérêt, le père et le fils remarquèrent une chose qui attira immédiatement leur attention, une odeur pestilentielle émanant de la jambe du dinosaure. Intrigués, ils décidèrent d'en identifier la source. En y regardant de plus près, ils découvrirent une petite fissure dans la jambe de la statue. Mais ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur les horrifia. Un corps coincé à l'intérieur du stégosaure, une découverte macabre qui allait les hanter à jamais. Sous le choc, le père et le fils alertèrent immédiatement les autorités locales. La police de Barcelone, les Mossos d'Esquadra, arriva rapidement sur place. Après enquête, il fut révélé que le corps était celui d'un homme de 39 ans porté disparu par sa famille quelques heures plus tôt. La cause de la mort restait incertaine, mais tout laissait penser à un accident tragique. Une fois le corps retrouvé, les autorités devaient trouver un moyen de l'extraire de la statue de stégosaure. La tâche s'avéra complexe. Les pompiers furent appelés pour récupérer le corps. Bien que la statue fût en papier mâché, un mélange malléable de papier et de colle, elle possédait une structure interne rigide nécessitant des outils spécialisés. À l'aide d'une grue, les secouristes découpèrent la statue et retirèrent soigneusement le corps. En reconstituant les événements, les enquêteurs firent émerger une histoire plus claire, bien que tout aussi déchirante. L'homme aurait probablement laissé tomber son téléphone portable dans la jambe creuse de la statue et, en tentant de le récupérer, se serait introduit tête la première par la fissure. Une fois à l'intérieur, il se retrouva coincé, incapable de se dégager ou d'appeler à l'aide. Ce qui aurait dû être une simple récupération d'objets perdus se transforma en une situation mortelle, laissant l'homme piégé, désorienté et finalement livré à son sort. Pendant plus d'une journée, sa famille resta sans nouvelles de lui, une absence qui accentua leur inquiétude. Son absence de communication les poussa à signaler sa disparition, mais lorsqu'on retrouva son corps, il était déjà trop tard. Les autorités conclurent par la suite qu'aucun acte criminel n'était en cause. Il s'agissait d'un accident tragique, une convergence de malchance et de circonstances fatales. Le choc de cet incident marqua profondément la communauté locale. Des fleurs furent déposées par des habitants endeuillés au pied de la statue qui avait été le témoin silencieux des derniers moments de l'homme. Cependant, les autorités décidèrent de retirer la sculpture de stégosaure de l'espace public. Ce qui avait autrefois été un vestige pittoresque du passé local était désormais un symbole de perte dévastatrice. La mort de cet homme de 39 ans souleva plus de questions que de réponses. Comment avait-il pu entrer dans la statue? Cette tragédie absurde aurait-elle pu être évitée avec des mesures de sécurité adaptées? En janvier 2023, Magno Sergio Gomes, âgé de 46 ans, consomma sans le savoir l'une des espèces marines les plus mortelles au monde. Ce qui avait commencé comme un repas cuisiné maison et partagé avec un ami se termina en une tragédie indescriptible pour l'homme et sa famille. Ce repas fatidique eut lieu lorsque l'ami de Magno Sergio Gomes, un père de famille brésilien de 3 enfants, lui offrit un poisson globe. Le poisson globe, ou fugu, est tristement célèbre pour son poison mortel, la tétrodotoxine. Présente dans diverses parties du poisson, notamment le foie, les gonades et la peau, cette toxine est un mécanisme de défense conçu pour dissuader les prédateurs. La tétrodotoxine est d'une puissance effroyable, étant plus de 1000 fois plus mortelle que le cyanure, et il n'existe aucun antidote. Ingérer même une infime quantité peut entraîner une paralysie sévère et la mort chez l'humain, faisant de ce poisson l'une des créatures les plus dangereuses de la planète. Malgré cela, le poisson globe est considéré comme un mets délicat dans certaines régions du monde, en particulier au Japon, où il est appelé fugu.
Cependant, sa préparation est strictement réglementée, les chefs devront suivre des années de formation spécialisée pour retirer en toute sécurité les parties toxiques. Mais Magno Sergio Gomes n'était pas chef, il n'avait aucune formation à son actif. De surcroît, bien que le Brésil abrite au moins 20 espèces de poissons-globes, la connaissance des risques liés à sa consommation y est peu répandue. Ainsi, Gomes et son ami ignoraient le grave danger auquel ils étaient exposés. N'ayant jamais préparé de poisson-globe auparavant, inconscients des organes toxiques qu'il contenait. Lui et son ami retirèrent le foie, où se concentre une grande partie de la tétrodotoxine, firent bouillir le poisson et le servirent avec du jus de citron. Au début, rien ne semblait anormal. Mais 45 minutes plus tard, Gomes commença à ressentir des symptômes étranges, sa bouche devint engourdie et un sentiment de terreur s'installa alors que la toxine se propageait dans son système nerveux. Il devint rapidement évident que quelque chose n'allait pas du tout. Conscient de la gravité de la situation, Gomes se rendit lui-même à l'hôpital. Cependant, les effets du poison s'intensifièrent rapidement. Lorsqu'il arriva, sa bouche était complètement paralysée et son état empirait. Peu après son admission à l'hôpital, Gomes subit un arrêt cardiaque. Bien que le personnel médical parvint à le réanimer après quelques minutes éprouvantes, la toxine avait déjà commencé son œuvre dévastatrice. La tétrodotoxine ingérée par Gomes interfère avec la transmission des signaux des nerfs aux muscles, provoquant une paralysie progressive. Dans les cas graves comme le sien, la paralysie s'étend aux muscles responsables de la respiration et du fonctionnement cardiaque, entraînant une insuffisance respiratoire et des arrêts cardiaques. Au cours des 3 jours suivants, Gomes subit plusieurs crises convulsives qui causèrent des lésions cérébrales importantes, réduisant presque à néant ses chances de survie. Malgré une intubation et un maintien sous assistance respiratoire, son état ne cessa de se détériorer. Après 35 jours d'hospitalisation, Gomes succomba, son corps incapable de surmonter les effets catastrophiques de la toxine. Miraculeusement, l'ami de Gomes survécut, bien que non sans conséquences durables. Cet ami, dont l'identité n'a pas été divulguée, souffrit de lésions neurologiques qui affectèrent sa capacité à marcher. Bien qu'il soit en voie de rétablissement, l'empoisonnement au poisson-globe a laissé des séquelles physiques débilitantes. Si Gomes et son ami avaient été conscients des dangers extrêmes associés à ce poisson, cette tragédie aurait pu être évitée. Au Japon, où le poisson-globe est consommé sous la supervision stricte de chefs agréés, de tels incidents sont rares, bien qu'ils surviennent lorsque des amateurs tentent de le préparer eux-mêmes. À l'été 1871, un accident à la fois tragique et étrange coûta la vie à l'ancien congressiste et avocat éminent Clément Vallandigham dans la petite ville de Lebanon dans l'Ohio. Ce qui devait marquer le sommet de sa carrière juridique se transforma en un retournement de situation fatal et terriblement ironique. Clément Vallandigham était une figure polarisante de la politique américaine. Né en 1820, il s'était fait connaître comme un leader véhément du mouvement Copperhead, un groupe de démocrates opposés avec force aux efforts de l'Union pendant la guerre civile. Ses dénonciations publiques de la guerre lui valurent à la fois admiration et infamie, aboutissant à son arrestation et à son exil forcé dans la Confédération. Malgré ses combats politiques, Vallandigham resta ferme dans ses convictions, allant même jusqu'à se présenter comme gouverneur de l'Ohio alors qu'il était en exil. Au moment de sa mort, en 1871, il s'était en grande partie retiré de la politique pour se consacrer à sa carrière d'avocat, où il excella dans la défense d'accusés dans des procès à haut risque. L'affaire qui allait être sa dernière concernait une altercation mortelle survenue la veille de Noël en 1870. Dans la ville de Hamilton, dans l'Ohio, un homme nommé Thomas Myers avait été tué lors d'une bagarre dans un bar. Myers jouait aux cartes lorsqu'un groupe d'hommes fit irruption, provoquant un chaos général. Au milieu de la mêlée, Myers tenta de saisir son arme et un coup de feu étouffé retentit. Myers s'effondra, mortellement blessé. L'identité du tireur restait floue, mais les soupçons se portèrent rapidement sur un certain Thomas McGeehan, avec qui Myers entretenait de vieilles rancunes. Bien qu'il n'y eût aucune preuve concrète, la communauté locale était convaincue de la culpabilité de McGeehan, qui fut accusé de l'avoir tué. Vallandigham accepta de défendre McGeehan, convaincu que Myers ne devait pas sa mort à son client, mais qu'il s'était accidentellement tiré dessus dans la confusion. Désireux de prouver cette théorie, Vallandigham se plongea dans l'affaire, menant ses propres expériences sur les mécanismes de tir et les résidus de poudre. Selon lui, alors que Myers se levait de sa chaise, il aurait involontairement déclenché l'arme en essayant de la sortir de sa poche. Cela expliquerait le bruit étouffé du coup de feu et l'absence d'indications claires que McGeehan avait tiré cette nuit-là. Le soir de sa mort, Vallandigham se retira dans sa chambre d'hôtel avec des collègues pour poursuivre la préparation du procès. Il avait avec lui 2 pistolets,
l'un utilisé pour ses tests et l'autre censé être déchargé, un accessoire clé pour sa démonstration au tribunal. En expliquant à nouveau sa théorie, il tenta de reproduire la manière dont Myers aurait pu accidentellement se tirer dessus. Dans le processus, Vallandigham attrapa par inadvertance le pistolet chargé et répliqua le mouvement, sortant l'arme de sa poche. Il tourna le canon vers lui-même, pensant que l'arme était inoffensive, et appuya sur la gâchette. Le pistolet détonna dans un fracas assourdissant. Vallandigham venait de se tirer une balle dans l'abdomen. Sous le choc, il aurait déclaré « Je me suis bêtement tiré dessus » avant de s'effondrer de douleur. Alors que la nouvelle de l'accident se propageait, des médecins et des amis accoururent pour lui venir en aide, mais la situation était désespérée. Les chirurgiens ne parvinrent pas à localiser la balle, probablement logée près de sa vessie, et l'état de Vallandigham s'aggrava alors qu'une infection s'installait. Il survécut jusqu'au lendemain mais succomba à ses blessures, la cause de sa mort étant une péritonite, une inflammation douloureuse de la paroi abdominale provoquée par la balle. Dans un retournement ironique, la démonstration fatale de Vallandigham prouva le point qu'il cherchait à établir. Son client, Thomas McGehan, fut acquitté, sa reconstitution soutenant la théorie selon laquelle Myers s'était effectivement tué accidentellement. Cependant, l'acquittement de McGehan ne lui apporta pas une liberté durable. Quelques années plus tard, McGehan fut tué lors d'une autre fusillade dans un bar, une fin tragique qui faisait étrangement écho à l'affaire qui avait failli lui coûter la vie. Clément Vallandigham exprima sa foi dans la doctrine de la prédestination, comme s'il acceptait l'idée que tout cela avait toujours été son destin. Un après-midi de septembre 2013, la communauté de Fern Creek dans le Kentucky fut frappée par une tragédie inimaginable. Ce qui avait commencé comme une innocente farce d'Halloween se transforma rapidement en un accident fatal qui coûta la vie à un adolescent local de 16 ans. Jordan Morlan n'était pas un adolescent ordinaire. Né à Abilene, au Texas, il avait grandi dans le Kentucky, où il était apprécié et admiré par tous ceux qui le connaissaient. Élève de seconde au lycée traditionnel de Fern Creek, il excellait sur le plan académique en tant qu'élève honoré. Membre de l'équipe de tir de la ROTC de l'école, Jordan nourrissait depuis longtemps le rêve de servir son pays dans le corps des Marines des États-Unis après l'obtention de son diplôme. Son avenir s'annonçait radieux, empreint d'ambition et de détermination. Mais il avait également un côté espiègle. Sa passion pour Halloween témoignait de son esprit créatif. Jordan était un jeune homme brillant et artistique qui ne reculait jamais devant l'idée d'ajouter une touche effrayante à la décoration de la maison familiale. Malheureusement, sa nature joueuse allait tragiquement contribuer à la perte de sa vie, laissant sa famille et ses amis dévastés par la brutalité et l'insensé de sa disparition. Sa passion pour cette fête était bien connue de ses proches. Des décorations macabres aux farces élaborées, il adorait tout ce qui touchait à Halloween. Ce dimanche de septembre, Jordan avait passé une grande partie de la journée à suspendre des décorations dans la cour, se préparant pour cette saison qu'il aimait tant. C'est au cours de ces préparatifs qu'une erreur fatale allait bouleverser à jamais le cours de sa jeune vie. Dans un moment de spontanéité, Jordan décida de monter une farce pour sa sœur. Il fabriqua un nœud coulant, l'un des accessoires d'Halloween, et pensa qu'il serait amusant de faire semblant d'être pendu à un arbre dans le jardin. Il passa le nœud autour de son cou et se positionna dans l'arbre, espérant effrayer gentiment sa sœur. Mais dans un tournant tragique, la blague tourna horriblement mal. En quelques secondes, le nœud se resserra autour du cou de Jordan, coupant l'oxygène qui alimentait son cerveau. Selon les rapports, il n'aura fallu que 20 à 30 secondes pour que Jordan perde connaissance. Sa sœur fut la première à le trouver. Pendue et inanimée dans l'arbre, horrifiée, elle courut prévenir leur mère, Ginger Rodriguez, qui se trouvait à l'intérieur de la maison en train de faire la lessive. Au départ, Ginger ne la crut pas, pensant que Jordan jouait encore une énième farce et que sa sœur l'aidait. Après tout, c'était typique de Jordan de plaisanter, surtout en période d'Halloween. Mais lorsqu'elle se précipita dehors et le vit, la réalité déchirante s'imposa, quelque chose avait terriblement mal tourné. Jordan était inconscient et bavait. Dans une tentative désespérée, Ginger essaya de couper son fils pour le libérer de l'arbre, mais il était trop haut et elle ne parvint pas à le soulever. Les secours arrivèrent rapidement. Mais le temps qu'ils parviennent à libérer Jordan du nœud et à le transporter à l'hôpital, les dégâts étaient déjà irréversibles. Jordan fut placé sous assistance respiratoire, mais après 12 heures angoissantes, ses organes commencèrent à défaillir. Malgré les efforts de l'équipe médicale, son état se détériora rapidement et il fut déclaré mort le lendemain à l'hôpital de l'université de Louisville. Le médecin légiste conclut que la mort de Jordan était un accident, une conséquence tragique de sa tentative innocente d'effrayer sa sœur. Dans les heures qui suivirent de son décès,
Le choc de l'incident pesa lourdement sur ses proches. Dévastée par la perte de son fils, Ginger Rodriguez prit la parole plus tard pour espérer que son histoire servirait d'avertissement à d'autres, les incitant à réfléchir à deux fois avant de tenter des blagues similaires. La tragédie de Jordan Morland reste un rappel poignant de la fragilité de la vie et des dangers inattendus qui peuvent surgir des actions les plus innocentes. Ce qui avait commencé comme un moment de jeu s'est transformé en un accident déchirant qui a abrégé la vie d'un adolescent vibrant et aimé. Ce qui avait commencé comme un simple défi entre amis se transforma rapidement en un concours fatal lorsque Subhash Yadav, un homme de 42 ans originaire de l'Inde, tenta quelque chose d'incroyable, laissant une famille en deuil et soulevant des questions sur les dangers liés à l'engagement dans tout type d'excès. Père de 4 filles, issu d'un mariage précédent, Subhash Yadav, 42 ans, s'était remarié seulement 9 mois plus tôt et se préparait à accueillir un 5e enfant dans sa vie. Malgré son rôle de pourvoyeur et ses aspirations futures, une décision impulsive de participer à un défi alimentaire allait abréger sa vie. Le jour de l'incident, Yadav et un ami étaient allés au marché local dans l'intention de manger des œufs, un aliment de rue courant dans la région. Cependant, une vive dispute éclata entre les deux hommes et dans un moment de bravade, ils décidèrent de régler leur désaccord par un défi. Celui qui pourrait manger 50 œufs gagnerait un prix de 2000 roupies, soit environ 21 livres. Un pari amical pour résoudre un différend, mais la tâche elle-même était loin d'être triviale. Après avoir réussi, et assez impressionnamment, à manger 41 œufs, Yadav tenta de croquer dans le 42e œuf mais s'effondra soudainement. Les témoins de la scène l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital le plus proche, mais à mesure que son état se détériorait, il fut transféré à l'Institut de sciences médicales postgradué Sanjay Gandhi. Malheureusement, malgré les efforts des médecins, il ne reprit jamais connaissance et mourut peu après. Les experts médicaux attribuèrent sa mort à des complications dues à une indigestion extrême. La cause exacte de son décès reste inconnue, mais il existe plusieurs, bien que peu fréquentes, façons dont une personne peut mourir d'une suralimentation en une seule fois. Bien que les œufs soient eux-mêmes une riche source de protéines, et généralement considérés comme sains, le problème réside dans le volume de nourriture consommée en peu de temps. Manger en excès, surtout en quantités extrêmes, peut, dans les cas extrêmes, entraîner une rupture gastrique, où la paroi de l'estomac se déchire sous la pression. Une autre possibilité, moins fréquente qu'une rupture, est une déchirure de Mallory-Weiss, une condition où il y a déchirement de l'œsophage au niveau de la jonction gastro-œsophagienne. Cependant, le scénario le plus courant reste le vomissement dû à une suralimentation, ce qui peut également entraîner une rupture de l'œsophage. Dans le cas de Yadav, les médecins suggérèrent que la consommation excessive d'œufs ait pu déclencher des complications aiguës, entraînant son effondrement soudain et son décès éventuel. Les incidents tragiques, comme celui-ci, mettent également en lumière l'aspect psychologique des défis alimentaires. Dans un moment d'émotion intense ou de compétitivité, les individus peuvent pousser leur corps au-delà des limites sûres, sans réaliser les risques potentiellement fatals. Ce qui pourrait sembler être un défi audacieux ou amusant peut rapidement dégénérer en une situation menaçant la vie, comme ce fut le cas pour Subhash Yadav. La famille de Yadav choisit de ne pas commenter publiquement l'accident, probablement accablée par le chagrin et l'incrédulité face à la perte soudaine de leurs proches. Sa mort laissa derrière une femme, des filles et un enfant à naître, qui doivent maintenant faire face à la difficile tâche de vivre sans père et mari.